Quand nous, on grandissait, c'était quoi? Moi, je t'aime bien et on couche. Ah oui! Oui, mais c'était comme ça. On ne nous a pas appris comment exprimer. Et c'est dommage. Moi, je regrette. Parce que ce que vivent nos enfants, etc., moi, je trouve ça beaucoup mieux. Hein? Parce que vous aussi, vous avez le droit d'avoir vos jouissances et tout ça. Nous, on ne nous a pas appris ça. C'était l'homme qui pouvait jouir. Tabou autour de la sexualité. Alors, je vous invite à reprendre les pancartes. La première affirmation est la suivante. La jeunesse africaine, la jeunesse afro-belge, est plus enclin à adopter une attitude hypersexuelle comparée à la génération de leurs parents. La jeunesse africaine est plus enclin à adopter une attitude hypersexuelle comparée à la génération de leurs parents. Hypersexuelle. Alors, deuxième affirmative, on écoute. En maintenant un tabou autour de la sexualité dans les foyers afrodescendants, les parents africains sont en partie responsables des conduites sexuelles à risque de leurs enfants, telles que grossesse précoce, agression sexuelle et MST. Ouais. Nous avons du boulot à faire là, nous les parents. Ouais. Et la dernière affirmation, les prédateurs sexuels qui évoluent au sein des familles africaines sont protégés par la sacralisation du lien familial. Oui. Très bien. Alors, j'ai une fille de 22 ans et ce que j'essaie de faire avec elle, c'est de pouvoir être un espace de parole pour elle, un espace de parole libre depuis son plus jeune âge. Ça veut dire que je ne vais pas nécessairement l'amener sur des sujets, j'essaie plutôt d'être là lorsqu'elle a des questions. Et je me suis rendu compte qu'on dit souvent petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis en Belgique. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement grand souci, c'est en tout cas des demandes différentes et des demandes qui sont plus cruciales. C'est-à-dire que mon objectif aussi, c'est qu'elle ne trouve pas nécessairement toutes les réponses à l'extérieur. Je comprends qu'elle aille chercher des réponses ailleurs et je suis tout à fait consciente de ça et c'est OK. Mais j'essaie en tout cas qu'elle trouve un maximum d'écoute et de réponses à l'intérieur du foyer, ou en tout cas avec moi, mais mon mari fonctionne comme ça aussi. Par contre, moi, lorsque j'ai été plus jeune, j'ai eu beaucoup de difficultés à communiquer sur ces questions-là avec ma maman, et je pense qu'encore à l'heure actuelle, je ne suis pas si à l'aise que cela d'aborder un sujet comme celui-là, même au sein de mon couple, parce que je n'ai pas été, écolée ou habituée à en parler avec simplicité. Et donc voilà. Encore une fois, je remercie le travail qui est fait par la nouvelle génération, parce que grâce à elle, je peux aller droit au but. Là, tantôt, on a beaucoup entendu le sujet du village, quand tantine Cécile a dit que tout le monde, tous les enfants de la communauté l'appellent tantine ou maman, il n'y a personne qui l'appelle Cécile. Et elle a totalement raison, et c'est des bonnes valeurs, c'est des choses qu'on doit bien garder. Mais je me pose la question, comme on n'est plus dans nos villages, comme on est maintenant ici dans la diaspora, on se retrouve en Belgique, je ne sais pas si en tant que communauté, on a pris le temps en fait de penser et réfléchir sur comment cette idée, cette idéologie de l'enfant grandit dans le village et tout le monde est tata, tati et tout comme ça, parce que moi je viens du Congo, il y a Kira qui est de Cameroun, et puis voilà, on est des autres pays, mais on reste quand même africain. On a tous cette idéologie-là de village, mais dans la diaspora, on doit encore bien travailler, bien savoir
est-ce que le village est en sécurité? Est-ce que comment on se connaît? Et est-ce que cet enfant se sent vraiment en sécurité? Et c'est là que quand je parle sur la sexualité, c'est que nos parents sont aussi un peu perdus parce que chez nous, par exemple, c'est pas ma maman qui doit me parler sur la sexualité. C'est ma tante, c'est ma grand-mère. Et maintenant, c'est des gens qui ne sont pas là, ici, avec elle. Et donc, elles viennent ici, elles sont toutes seules, elles n'ont pas leur soeur, leur maman et tout comme ça. C'est aussi des nouvelles choses qu'eux aussi doivent aussi apprendre, de se mettre, se dire, oui, maintenant c'est à moi de parler avec ma fille à propos de la sexualité et tout comme ça. Donc, on doit aussi show grace, hein, de leur montrer un peu de patience, qu'elles aussi, elles doivent apprendre. Parce que quand j'étais au Congo, quand j'ai vu comment mes tantes et ma grand-mère, ils avaient la facilité de me dire les choses, hein, sur le sexe, me demander ton copain, et puis toi, et puis c'est comment ça, et puis regarde ça, et puis regarde ça, et puis ta cuisse, c'était tellement, c'était très vite, c'était très fluide, et j'ai directement compris que, hein, en fait, c'est à eux aussi de faire ça. Donc je pense qu'on est ici dans la diaspora, on doit encore bien définir c'est quoi le village, et comment nos parents vont s'organiser pour aussi retrouver ce côté-là qu'ils avaient en Afrique et être à l'aise que chaque enfant va parler des choses que pas forcément chez nous, c'est pas la maman qui le fait ou le papa, mais qu'on va quand même se retrouver quelque part. Donc c'est ça, je voulais. J'aimerais juste revenir pour un petit peu étayer ce que Vichy disait sur le fait de repenser et définir le village, parce qu'en effet, comme elle dit, il y a des sujets qu'on abordait, mais pas de cette manière-là. Et quand les structures qui permettaient d'exprimer certaines choses et de transmettre n'existent plus, quand ces structures et ces espaces n'existent plus, bah, on se retrouve à devoir se réinventer, on se retrouve à devoir trouver un moyen pour que les informations passent. Je sais que en ce qui est question de la sexualité, il y a beaucoup de peuples africains qui ont des sociétés féminines, en tout cas pour les femmes, où dans ces espaces, on sait que tous ces sujets vont être abordés en fonction de l'âge, en fonction de là où la personne se trouve. Il va y avoir des choses qui vont être dites d'une certaine manière afin que l'enfant ait toujours les outils pour pouvoir affronter et faire face à ces réalités-là. Et je pense que là, c'est vraiment juste des éléments pour cette question qu'on devrait un petit peu retrouver en fait comment les choses se passaient. C'est très bien ce que fait Slimani avec les Bazouba, retrouver comment les choses se passaient, comment on disait les choses, parce que j'avais lu un livre chez les Douala où il y a des histoires qui sont parsemées de métaphores, d'indices pour parler de la sexualité, qui font que seulement à partir d'un certain moment, l'enfant va comprendre que ah là il parlait de ça, ah là ça voulait dire ça. Et ce problème d'hypersexualisation, c'est justement que on ne sait plus comment dire les choses, donc les choses sortent n'importe comment. Donc je pense qu'il y a des personnes qui devraient s'asseoir et commencer à réfléchir, ok, ce sujet-là doit être abordé parce que ça fait partie de nos réalités. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse de manière créative, de manière inventive, parce qu'on n'est pas obligé de faire comme les choses ont été faites, et en plus on est obligé d'évoluer parce que nous ne sommes plus dans les mêmes espaces pour que la transmission se fasse de manière saine et de manière efficace, et aussi pouvoir nous protéger, nous, parce que, en fin de compte, une sexualité mal gérée, c'est des dangers qui peuvent même entraîner la mort, qui peuvent entraîner beaucoup de très mauvaises choses. Donc oui, je pense que c'est à nous aujourd'hui, comme on est là, on a ces espaces de discussion, de pouvoir réfléchir sur ces questions et ne pas avoir peur d'être créatif, de ne pas avoir peur d'inventer des choses pour pouvoir donner aux générations futures. Voilà. Les rencontres amoureuses sont plus sincères en comparaison à la génération de nos parents. Non, c'est pareil. c'est trop virtuel. Maman, Suzanne, tu votes pas ou... Ok, la deuxième affirmative, c'est... La deuxième affirmative, c'est... Les hommes blancs sont plus romantiques que les hommes noirs. Les femmes noirs. C'est pas les Congolais, je suis désolée. Ben oui, hein. Mais non, autre manière. Mais non, mais c'est une autre manière, hein. Je dis pas que c'est mieux ou quoi, non. Maman, Suzanne, laisse-moi passer à la suite, après tu dis. Ensuite. Ah oui, ton cœur de rester ouvert. Les cheveux me roulent. Ok. Et la dernière, mais pas des moindres, les parents africains ont du mal à être affectueux.
n'importe Ah non, elle s'exprime différemment. Ok, comme maman Suzanne bouillonne, je te laisse répondre. Tu peux rebondir sur ce que tu voulais dire. Quand nous on grandissait, c'était quoi? Moi je t'aime bien et on couche. Ah oui! Oui, mais c'était comme ça, on ne nous a pas appris comment exprimer. Et c'est dommage, moi je regrette. Parce que ce que vivent nos enfants, etc., moi je trouve ça beaucoup mieux. Hein? Parce que vous aussi, vous avez le droit d'avoir vos jouissances et tout ça. Nous, on ne nous a pas appris ça. C'était l'homme qui pouvait jouir. Bon, donc soyez indépendants, exigez aussi que vous puissiez avoir votre satisfaction quand vous avez des relations amoureuses avec les autres. Ce que nous, on n'a pas eu. On ne nous a pas appris comment on le montre. Aux enfants, oui. Mais dans le couple, non. Mais moi, je pense que c'est quelque chose que nous avons beaucoup de mal. Mais, pardon, hein, entre nous, parents, moi, je ne connais pas tous les parents. Mais les parents avec qui, moi, je chemine depuis des années, on essaye de toucher ces questions-là. Et de dire, mais nos enfants n'ont pas demandé de venir ici avec nous. Et ceux qui sont nés ici, ils ne vous ont pas demandé de venir. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos yeux. Quand les enfants vont à l'école, ils apprennent des choses. Apprenons-nous aussi, par rapport à ça, comment nous devons nous comporter. Mais c'est un sujet très, très, très compliqué. Très compliqué. Là, je suis d'accord. Mais on y travaille. Merci, maman Suzanne. Bon, moi, je remonte tout d'abord à la sexualité ou au dialogue qu'il doit y avoir entre les jeunes et les parents. Je crois que tout a été dit, mais je crois que les parents afro-descendants ont beaucoup à apprendre aussi, puisque nous sommes aussi dépassés par l'évolution de tout ce qui est sexuel et toutes les différences. La définition de la sexualité a changé de bord, et ce qui fait que les parents peuvent se retrouver vraiment à manquer de réponses. Ton enfant peut venir comme ça, il te pose une question, il faut que toi aussi tu ailles vraiment, puisque les recettes que nos mamans nous ont données ou nos tatas ne correspondent plus à rien aujourd'hui. Mais je continue à garder quand même les noms catégoriques de vous donner une chambre dans ma maison, tout en ne faisant pas l'hypocrisie de ne pas savoir ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça, c'est quelque chose aussi de nos valeurs, vraiment évoluer à l'étranger et continuer à se battre pour garder ces valeurs, puisque dans nos cultures, il y a beaucoup de valeurs. C'est vraiment ça le challenge de nous parents. Maintenant, ouvrir un dialogue qui va aller d'une façon transversale, c'est-à-dire ramener la question à l'enfant, et tu seras surpris que c'est lui qui commence à t'apprendre et à te mettre dans son monde à lui. Et alors, dès que tu arrives dans le monde de l'enfant, là, tu commences à trier, à t'inspirer de tes valeurs pour lui ramener vraiment à la place du style. Imagine que tu commences à coucher avec ton copain depuis l'humanité jusqu'à l'université. Vous aurez déjà fait 8 ans de couchage. Il risque d'aller prendre une autre femme, puisque toi tu es déjà fatigué. Et puis, au lieu d'être zen à l'université dans ta côte, et tu vas commencer à jouer à la maman du petit gars et de lui faire à manger. Ça, je n'arrêterai pas à dire à mes filles, comment allez vous fatiguer avec un gars que vous allez porter 8 ans et après, et lui, il passe en première session et toi, non. Donc, un peu de... Hein, tu vois? Donc, il faut aller vraiment dans votre monde pour aller maintenant chercher nos valeurs et vous les passer. Mais ce n'est pas évident. Ça, on n'a pas touché l'homosexualité, tous ces machins-là qui nous tuent. On peut même attraper des cancers quand vous nous apprenez d'autres choses. Donc, moi, je vous l'ai dit, puisqu'on n'a pas été préparés, n'est-ce pas? Nous sommes très affectueux, mais pas en public. Nous faisons ça dans les 4 murs. Ce qui se passe dans les 4 murs de vos parents, vous n'êtes pas censés connaître. Nous sommes terribles et nous sommes chaudes dans nos murs avec nos hommes. Donc, voilà. Alors, question sur l'hypersexualité de la nouvelle génération comparée à l'ancienne.
et un peu embrigadé avec celui-ci aussi. Je trouve que non, on n'est pas plus hypersexuel que l'ancienne génération, parce qu'il y avait des dingueries qui se passaient avant. Non, vraiment, la façon dont maman a dit déjà, mais aussi, est-ce qu'on a on est plus enclin ou pas à être hypersexuel actuellement? Dans le contexte afro-péen et surtout afro-belge, en tant que fille noire, quand on est socialisé ici, on est face à des critères de beauté, des critères d'attractivité qui ne sont pas du tout faits avec nous à l'esprit. Donc, grandir en secondaire ou en primaire et avoir des garçons, filles, faire une liste de qui est la plus belle, je sortirai avec qui, non, fiantant, et être toujours les derniers. Moi, j'ai jamais eu ça comme ça, mais j'ai toujours les derniers. Sur la liste. Oui, c'est ça, est-ce que tu étais sur la liste, tu figurais sur la liste, est-ce que tu es même vue en tant que femme? L'enjeu de la féminité, le fait d'être vue en tant que femme, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément eu droit très rapidement, on a dû se construire nous-mêmes. Et moi, mon expérience en tant que femme noire et grosse, c'est qu'en plus de ça, donc la grossophobie, j'ai été sexualisée avant de devenir femme, donc d'être considérée en tant que femme. Donc on me voit d'abord comme un objet sexuel, et après, peut-être que non. Donc quand tu apprends à prendre ta féminité et ton expression en main, et à être plus incisive et connaître tes standards, comment tu navigues dans les relations amoureuses, c'est très difficile de pas repartir sur la facilité, donc la sexualité, et de pas avoir certains codes pour inciter les gens à te voir te voir comme femme via donc tes critères, tes standards féminins et sexuels plutôt que tu exultes. Donc pour les femmes noires, à cause de la misogynie noire, on a tendance, pour se faire montrer en tant que femme, à se mettre en avant un peu plus sexuellement, peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit une norme chez nous. C'est juste que c'est une tendance qui est là, qui nous pousse à aller vers ça, ce genre de comportement. Mais c'est vraiment pas intrinsèque à la génération, et on n'est pas beaucoup plus sexuel que les parents ou la génération précédente. C'est juste différentes réalités qui sont en marche. Voilà. Merci. En fait, je pense qu'une chose que nos parents n'ont peut-être pas connue, en tout cas de la même manière, qui fait qu'on peut penser, ou en tout cas on peut parler d'une hypersexualisation dans notre génération, c'est la pornographie. Avec la diabolisation de la sexualité et une perversité de ce qui est rattaché à la sexualité, justement on n'a plus cette subtilité, cette beauté qu'on fait émaner de la sexualité. Donc c'est beaucoup plus, on va dire, pervers, c'est beaucoup plus vulgaire, c'est tout de suite beaucoup plus sale. Alors que quand Bitchy parle de la manière dont on parlait de la sexualité avant, on voit qu'il y a une forme de créativité, une forme de beauté, une forme d'émotionnalité même qui est beaucoup plus développée qu'aujourd'hui, où on bombarde, et encore davantage avec les générations qui nous suivent, avec ces images chocs et sales de ce que peut représenter la sexualité. Ok, je vois des grimaces du côté de Célémanie. Dernière réponse, après on passe à autre chose. Ok, alors premièrement, je suis très contente qu'on avance ces sujets-là, et moi ça me pousse à vraiment dire que l'EVRAS est importante pour nos enfants afro-descendants belges. Il y a quelques mois, il y a eu l'EVRAS, donc c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est en gros un programme pédagogique que seul, il me semble, la Belgique a, il me semble. En tout cas nommé ainsi. Et donc il y a quelques mois il y a eu un gros scandale parce qu'il y avait beaucoup de parents, et il faut dire ce qui est beaucoup de parents d'origine africaine, en tout cas je mets tout le continent dedans, qui ne voulaient pas de ce programme là. Alors que quand j'entends certains éléments de mes nièces ou même des personnes plus grandes, je me dis ah mais tu aurais vraiment besoin d'éducation à la vie relationnelle affective. Enfin bref. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport au romantisme des hommes blancs et des hommes noirs. Ça c'est mon combat. Moi ça c'est un élément qui me turlupine, m'ennuie et surtout me pose à la réflexion, parce qu'il faut savoir que tout a une base de comparaison, de compréhension, tout a un modèle. Oui, les fleurs c'est bien beau, c'est romantique, mais moi le fait qu'on m'amène de la semoule, c'est aussi romantique. Moi le fait que tu me dises ah tu as besoin d'argent pour maîtresse, oui c'est du romantisme. Pourquoi? Parce que merci. Pourquoi? Parce que j'ai des codes en fait métis. Je suis née en Europe, mais j'ai une maman, j'ai des sœurs congolaises, et donc je sais ce à quoi en fait je suis
sensible. Et le romantisme, ce n'est pas que les fleurs et le chocolat. Non, C'est aussi faire maîtresse, c'est aussi me donner le lit. Ça, j'en sais strictement rien, mais voilà. Dernier, c'est que je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est un sujet très épineux, mais s'il vous plaît, il existe des noirs, des personnes noires, des enfants noirs, homosexuels, LGBTQIA+. Il ne faut pas les oublier, il faut les incorporer dans notre communauté parce qu'ils souffrent, ces enfants, c'est impossible la manière dont ces enfants ont besoin de nous dans l'encadrement. Je sais très bien que c'est très difficile parce que on est imbibé de valeurs, comme on l'a dit, on est chrétien, on est musulman, ok d'accord, mais avant tout ce sont des personnes de notre communauté. Et vous ne savez pas comment les gens, et on est des êtres humains, vous ne savez pas comment déjà les personnes des autres communautés nous perçoivent. Alors il faut faire même si on est différent. Voilà. Magnifique. Les mamans africaines demandent pardon en proposant à manger. Les mamans africaines demandent pardon en proposant à manger. On peut à manger. Oui, je suis un coordinateur autour de la table. Ok. Le désaccord des enfants est considéré comme un manque de respect auprès des parents africains. Dans les familles africaines, l'image est plus importante que la réalité. Dernière, nous nous devons de respecter nos aînés, peu importe leur comportement. C'est assez compliqué de se prononcer là-dessus, sur le concept déjà d'aîné. On doit du respect à tout le monde et en plus aux aînés parce qu'ils sont détenteurs de la sagesse. Ils ont vu le soleil avant nous, ils ont quelque chose à nous apprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout tolérer sous le nom de la seniorité. Ça c'est non. Parce qu'un criminel c'est un criminel. Un méchant c'est un méchant, un mauvais c'est un mauvais, et il doit être traité comme tel et il doit faire face à la justice, qu'elle soit sociale ou juridique. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce que vous parlez des enfants, je ne sais plus la deuxième question dont tu parlais. Ici, maman. Le désaccord des enfants est considéré comme un manque de respect? Oui, c'est ça. Tout dépend de la manière. Parce que nous avons dans nos valeurs la manière d'exprimer nos désaccords. Les enfants peuvent nous dire qu'ils ne sont pas d'accord du tout, ni avec nos points de vue, ni avec ce qu'on leur donne comme éducation, ni quoi que ce soit. Ils peuvent le dire. Mais c'est dans la manière. S'ils utilisent des mots comme merde, putain, machin, ça c'est non. Ça c'est non. Chez moi, ça ne se dit pas. C'est un langage qui n'est pas approprié. Mais mes enfants peuvent me dire, maman, je ne suis pas d'accord. Et je les dis, même quand vous avez beaucoup d'émotions pour vous exprimer, au lieu de m'insulter, allez dans vos chambres, écrivez-moi une lettre, envoyez-moi un mail, je prendrai le temps de le lire et j'accepterai les désaccords. Donc on doit accepter les désaccords, mais elles doivent être dites de manière respectueuse. Voilà. Si tu permets, Marie-Fidèle, je reviens sur la question de l'homosexualité. Parce que c'est pénible cette question. Parce que j'entends souvent les Africains qui disent... allez, je généralise, hein, pas tous, mais beaucoup, qui disent qu'est-ce que c'est que ces histoires, chez nous on ne connaît pas ça et tout ça. Moi je dis, quand les autres nous disent, vous êtes des noirs, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes cela, vous acceptez? Non. Alors quand les autres disent, oui mais moi, dans l'évolution que j'ai dans mon corps, ce n'est pas comme toi, c'est différent, vous ne voulez pas accepter? Ça ne va pas. Je pense que là, nous avons un travail difficile à faire parce que c'est des situations qu'en Afrique, on accepte. Il y avait de l'homosexualité, hein. Attention, hein. Ils cachaient tout ça. Hein. Alors, on le sait. Et donc, c'est du travail que nous devons vraiment faire. Peut-être pas vous, mais nous, par rapport aux personnes de nos générations, pour leur dire, moi je dis souvent, je dis, vous parlez comme ça. Et vous dites qu'on vous discrimine, qu'on est raciste, qu'on est ceci, cela. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous faites la même chose que ce que les autres font.
Moi, je pense que c'est un sujet très important. Et je pense Marie-Fidèle et Joël et Marie-Pierre, l'initiative que vous avez prise aujourd'hui, on n'a pas fini. Hein. Non. Il faut qu'on revienne parce qu'il y a beaucoup de choses. Non, mais il y a beaucoup de choses qu'on a effleurées comme ça, alors que ce sont des questions fondamentales. Ce sont des questions fondamentales pour la question de la transmission à nos jeunes, parce que ça nous travaille beaucoup, etc. C'était une initiative extraordinaire, mais il faut recommander. Pourquoi tu quittes? Alors, thème 6, la transmission et culture. Ça va revenir sur le temps, on va le faire. Première affirmation. Une grande partie des parents africains ne connaissent pas leur date de naissance. Oh, les vers les années. La plupart des jeunes afro-descendants ne font pas l'effort d'apprendre leur langue maternelle ni leur culture. D'apprendre leur culture, de leur maternelle. De la transmettre ou de l'apprendre? De l'apprendre. Ah, oui. Moi, je suis en tout. Ouais, parce que je suis une exception. Il existe des tabous autour des parcours migratoires des parents africains. Moi, j'aimerais poser cette question aux mamans, c'est pourquoi autant de silence sur les parcours migratoires? J'ai pris l'anecdote de la date d'anniversaire parce que, moi, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée. J'ai l'impression qu'en tant qu'enfant issu de l'immigration, on est placé dans un flou. On ne sait pas d'où on vient. On apprend parfois, personnellement ça a été mon cas, c'est qu'on apprend des bombes par rapport à notre parcours migratoire à 26 ans, 27 ans, et c'est super dur de pouvoir se placer dans le monde. Et voilà, c'est aussi un constat où je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de parents afro-descendants qui sont nés bizarrement le 1er janvier. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et ma question étant, c'est pourquoi tous ces silences, à quoi ça ressemble le racisme dans les années 2000? Et pourquoi on nous interdisait toujours de dormir chez les autres, chez nos amis? Pour éviter les viols. Qu'est-ce que tu parles? Pendant qu'on y est. Alors je veux bien laisser parler Cécile qui m'avait demandé la parole par rapport à ça, le parcours migratoire. On ne quitte pas chez soi souvent dans de bonnes conditions, très souvent. On quitte chez soi suite à des problèmes. Et même quand on a quitté, par exemple, pour devenir être étudiant et qu'on a resté, si on est resté, c'est qu'il y avait des conditions qui nous empêchaient de rentrer chez nous, parce que le chez-soi, c'est toujours l'endroit idéal. Du coup, comment transmettre? Moi, je parle de moi, parce que globaliser, comme on disait, on ne peut pas globaliser. Moi, je viens d'un pays qui a connu la guerre, où il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de souffrances. Et on continue à en avoir. Comment transmettre mon parcours à mes enfants sans la charge émotionnelle qui va avec? Parce que je sais que je risque de transmettre le trauma. Et du coup, pour ne pas transmettre le trauma, je préfère ne pas en parler. J'ai préféré longtemps ne pas en parler. Parce que je me suis dit, je ne suis pas en capacité de transmettre quelque chose de positif alors que je veux quelque chose de bien pour mes enfants. Ce n'est que quand ils vont être grands qu'ils vont faire des recherches eux-mêmes et qu'ils vont découvrir. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais c'est entre la peste et la choléra, on choisit le moindre mal. Par rapport à la question de la langue, je vous raconte une petite anecdote. Un cercle, il y a un cercle que je fréquente, des personnes africaines, d'origine africaine, où nous disons « Ah, tu es allé cocoiser aujourd'hui » quand on parle avec les gens qui parlent lingala. Cocoiser, vous avez entendu, les personnes qui connaissent le lingala, coco, c'est la grand-mère ou c'est le grand-père. Donc vous allez cocoiser aujourd'hui, ça veut dire vous allez faire le babysit de vos enfants. Ah, quand vous parlez la langue avec ceux qui sont du Bandundu, ah, vous êtes allé kakaïser aujourd'hui parce que au Bandundu, on dit nkaka, c'est la grand-mère ou le grand-père. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est important de ne pas toujours généraliser.
Parce qu'il y a aussi des grands-mères et des mamans qui font leur possible pour que les enfants apprennent la langue. Moi, mon petit-fils, par exemple, il a 2 ans, il dit « Maï, Maï », de l'eau. Il veut boire de l'eau. Quand je vais le... Bon. Cela étant dit, je connais aussi des gens de ma génération qui ont du mal parce qu'eux-mêmes étaient obligés de parler français. Ils parlotaient français. Et donc, par exemple, au Gabon, ils parlaient français et ils disaient « Mais moi, je ne connais même pas ma langue. Comment est-ce que moi je peux... » Donc, pour vous, les jeunes, il faut aussi un peu faire la différence. Est-ce que ma maman elle-même ou mon papa lui-même, est-ce que, dans quelle mesure, est-ce qu'il a grandi dans un milieu qu'on appelait à l'époque des civilisés, où on leur apprenait le français, etc. C'était pas c'était pas partout en Afrique, mais ça pouvait être comme ça. Alors, sur la question de maman qui a dit que c'est très difficile de parler du trajectoire que vous avez fait, parce que c'est pénible, hein, c'est ce qu'elle vient de dire. Je vous raconte, hier je suis allée à une réunion où on parlait de Verzet, donc c'était les Flamands qui avaient organisé ça. Verzet, ça veut dire la résistance. Et on a montré des femmes qui avaient été dans la résistance, les femmes belges, qui étaient dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a 2 petits-enfants de ces femmes-là qui sont venus témoigner. Et ce qui était pénible, ça, là je dis ça à ma sœur, qui est ici, là, qui vient de parler, ce qui était pénible dans le témoignage de ces petits-enfants, des petites filles, c'est qu'on ne leur a pas parlé de ce qui s'était passé. Et moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est que même pour nous les parents, même quand c'est compliqué, même quand c'est en pleurant, essayez quand même de dire quelque chose. Parce que par après, pour les enfants, c'est insupportable. Donc j'ai vu ça hier. Ce sont des femmes qui sont venues témoigner parce que leurs grands-parents étaient dans la résistance et qui n'ont jamais rien dit, rien. Et pendant qu'ils nous parlaient, elles pleuraient. C'est hier, hein? Pas plus tard que hier. Hein? Et donc nous les parents, vraiment, faisons des efforts pour quand même, malgré tout, même quand c'est pénible, de trouver quand même le moyen de dire quelque chose, parce que pour nos enfants, c'est insupportable. Merci beaucoup. Merci. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux alors? Peut-être au lieu de s'arrêter un peu à aller manger, on continue. Quand on s'arrête, on s'arrête. Je veux dire ceci. Par rapport aux dates de naissance, je trouve ridicule les parents qui n'en parlent pas. Je peux comprendre qu'à cause de l'exil ou quoi, ils ont changé des noms, des dates et tout ça. Mais à un moment donné dans la famille, tu dis à ton enfant, je suis né en 52 ou en 60 ou à quoi. Bon, par rapport à la transmission, tout est lié à la santé mentale, tout justement, puisque nous ne voulons jamais, dans les trajets de l'immigration, ou même quand on est venu pour les études, et on découvre le vrai monde du blanc, puisque quand on est en Afrique, on idéalise beaucoup. J'ai écrit dans le livre aux 10 ans de caravane, l'immigré idéalise son pays d'accueil. Mais quand il arrive dans ce pays et que l'accueil n'est pas au rendez-vous, l'intégration devient chaotique. Il y a plusieurs sortes d'immigration et toutes ces immigrations sont vraiment, ils ont leur lot d'histoire et c'est très 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 difficile. Et je suis contente d'en parler puisqu'on revient vraiment à cette histoire. Tout ce que nous vivons impacte notre santé mentale. Et à quel moment on doit s'arrêter pour vraiment dégager ça? Sinon ça va nous gâcher notre vie pendant tous les trajets, quoi. Et
j'ai mes collègues ici, donc les filles qui travaillent avec moi à la caravane. Nous avons fait un travail sur les équivalences des diplômes. On voulait faire un plaidoyer puisqu'on avait démontré pourquoi la femme migrante est pauvre. Et elle sera pauvre encore demain. Et on a trouvé que c'est puisqu'au départ, on ne veut pas la prendre par sa propre valeur. C'est-à-dire que 70% des migrants ne travaillent pas avec les diplômes ou les métiers qu'ils ont appris chez eux. 70%, vous vous rendez compte? Et ça a l'impact sur la santé mentale de tout le monde. 70%. Donc tu étais docteur chez toi, tu étais quoi? Et donc tous ces traumatismes, vos parents ont porté ça. Ils ont renoncé à ce qu'ils étaient au départ. Ils ont renoncé à tout ça. Et quand on a fait le travail, j'ai ma jeune collaboratrice ici, elle était mal à l'aise puisque nous avons manqué de témoins. Et pourtant les témoins existent. À chaque fois, on a voulu que les gens viennent dire, moi j'étais ingénieur et maintenant j'ai fait les plonges dans les restaurants. On a manqué tous ces gens. Et je sais que j'ai mis du temps pour la convaincre en disant, ils ont difficile à retourner vers les traumas. Et la plupart étaient honnêtes de me dire, Béa, je ne vais plus parler de ça. Puisque, voilà. Donc, tout ce qui est santé mentale, on doit aborder ça. Ici, les gens vont facilement chez les psychologues. Nous devons, dans nos communautés, chercher des espaces en dehors du pasteur pour en parler. Merci. Je vous propose de passer à la suite.